Serge July, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des papes de l'église du journalisme, qui en compte pas tant que ça, figure de 68, de l'après Pape, c'est 68. la première fois qu'on me l'a fait. C'est pas mal, pape, Ouais, ça vous non, va? Patron de Libération, patron emblématique pendant combien d'années? 33 ans. Hein. La passion est toujours là, elle est dans votre dictionnaire amoureux du journalisme, délicieux dictionnaire. L'amour du journalisme, il se lit à chaque page. À quel moment vous le vivez toujours maintenant? Vous avez 72 Oui, ans, maintenant, mais 72 ans. d'ailleurs, je continue à être journaliste. Ouais. La commission de la carte les livre toujours ce témoignage, puisque maintenant la commission est beaucoup plus rigoureuse en France. Donc, toujours ce témoignage. J'officie à la radio, trois soirs par semaine à Europe, à 19h. Et puis, je fais une interview et puis je fais des documentaires, plutôt de nature culturelle. Mais je fais des documentaires sur le cinéma, sur la peinture. On va parler de ça, on va parler du jeu des générations. Hein. Vous êtes vraiment une figure 68. Le monde d'avant 68, les gens qui ne l'ont pas connu ont de la peine à se rendre compte. Vous dites dans votre livre, par exemple, les enfants n'étaient pas élevés, ils étaient dressés. Oui, et on s'était revendiqué. Ouais. Ouais. D'ailleurs, quand il y a des débats aujourd'hui sur l'éducation, on a perdu beaucoup au niveau de l'enseignement, la qualité de l'enseignement, c'est une vision totalement déformée de la réalité. Montre que dans tous ces débats, aujourd'hui, il manque beaucoup de perspectives historiques. Il y avait, si on prend l'enseignement supérieur, il y avait très peu d'étudiants. Ouais. Il y avait 200 000 étudiants d'origine en bourgeoise. 1900, issus de familles ouvrières. Il y avait 3% et demi. Donc, et puis, on était en blues dans les années 50 encore. C'était pas mixte. On était... l'idéal éducatif, c'était le dressage. Alors, vous faites le portrait du journalisme, c'est plein d'anecdotes, c'est très érudit, c'est assez critique aussi. Hein. Vous décrivez le monde du journalisme tel qu'il est. On découvre à quel point les journalistes ont des casseroles. Ils ont tous leurs casseroles, y compris les figures tutélaires. Albert Londres, c'est peut-être celui qui est le plus souvent cité. Beaucoup de défauts, enjolive beaucoup la réalité, un peu trop copain des services secrets. Oui, c'est vrai, mais c'est pas tous les journalistes ont des casseroles. Ça arrive, mais d'abord, c'est un métier... Il faut le redire, qui est difficile. Voilà, donc on va dans des choses inconnues, on essaye de vérifier tout un tas de choses. Parfois, c'est insuffisant. C'est vrai qu'il y a des travers dans le journalisme français. Le reportage, d'abord, arrive tardivement. Là, il ne faut jamais oublier, quand on parle des médias français, que la liberté de la presse est arrivée très tard en France. Très tard. Aux États-Unis, c'est la Révolution américaine. Et la liberté, elle instaure le premier amendement de la Constitution. On ne peut pas toucher, il est interdit de faire une loi sur la presse. Votre parcours, monument de la presse française, Libération 1973, alors, c'est pas 73. Maintenant monument. Là, oui, voilà. Ouais, je vous statufie, je là. sens la pierre. le monument, effectivement, parce que ça a été une rupture. Hein, Libération, c'était vraiment l'enfant de 68. Quelques années plus tard, drapeau rouge. Hein. Qu'est-ce qui signifiait le drapeau rouge sur le logo du journal? Non, il n'y a pas de drapeau rouge sur Libération. Pas à l'origine? Non, il y a un losange qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Le losange vient d'abord... tardivement, il vient en 81, et avec le directeur artistique de l'époque, Claude Malgiory, on cherchait un logo, ça va vous choquer sans doute, mais enfin, on cherchait un logo qui soit plutôt du type commercial, du type qui soit mémorisable de manière très forte, très distinctive de tout ce qu'on voyait. Ça, alors, c'est pas... Pardon, ça c'est la dualité Serge July. Hein. Vous êtes à la fois ancien gauchiste, et sens commercial très aigu. Hein. Toute votre vie, vous avez les deux. Hein. Oui, c'est un produit qu'on vend, voilà, le journal. Donc, la logique du journal, c'est quand même donner la parole au peuple. Co-fondation avec Jean-Paul Sartre. Oui, à l'origine, c'est tout à fait ça, mais je ne peux pas dire que Libération a réalisé ça de manière systématique, mais je pense qu'on l'a donné. Oui, est-ce qu'on le donne encore aujourd'hui ? Je ne me prononcerai pas, mais en tout cas, on a inventé un courrier des lecteurs, par exemple, qui était très original, très particulier,
avec une superficie qui était très grande. C'était l'irruption. C'était l'irruption d'une liberté. C'était l'irruption d'une liberté qui n'existait pas avant. Il y a quelque chose qui s'est passé. D'abord, moi, j'ai coutume de dire, l'histoire de libération, elle est dans les événements. Quand il y a des grands événements historiques, ça produit. Il y a une génération qui y participe et ça produit des journaux. La génération de la Résistance fait les journaux de la Libération. C'est Albert Camus, voilà, il est rédacteur en chef de Combat. Il fait Hubert Beuve-Méry fait Le Monde, Claude Bélanger dirige Le Parisien, etc. Enfin, je veux dire, il y a toute une génération d'hommes qui sortent de la Résistance, tous, et qui essayent d'imaginer un type de presse nouveau, voilà, avec des valeurs. Il y a un événement qui est un événement, sans chercher à l'analyser là, mais enfin qui est un événement historique important qui met en cause, pour le coup, au moins une ou deux générations. C'est la montée des jeunes qu'on a certains démographes avaient observé. Ça se produit, il y a un événement historique, c'est une insurrection étudiante, mais surtout la plus grande grève de toute l'histoire française, nombre d'occupations, etc. Jamais on a eu, même 36 à côté était faible. Donc cette combinaison fait que c'est un événement historique formidable, ça produit une génération. Cette génération, le lendemain de 68, même en 68, elle a besoin de s'exprimer. Elle n'a pas envie de le faire de la manière dont les médias s'expriment. Alors, il ne faut pas oublier qu'en plus, en France, là aussi, on vient de loin, on est encore dans le monopole d'État. Donc, il ne faut jamais oublier, pendant mai 68, une grande partie de la télévision et de la radio fait grève. Ils sont licenciés. C'est des wagons entiers qui sont licenciés. Les Michel Drucker, les Thierry Roland, tous ces gens-là qui sont devenus des stars de la télévision, ont été lourdés parce qu'ils avaient fait grève en 68. Au bout de l'histoire, 1989, la chute du mur, vous n'avez jamais été communiste de type soviétique. Hein. Est-ce que quand même c'était la fin d'un monde? Est-ce que ça vous a fait mal? Là aussi, si on se reprojette d'abord, personne ne croyait à ça. Moi, je ne connais personne qui puisse dire de manière que j'ai vue à cette époque-là, qui disait oui, le communisme, c'est fini. Personne. Ni Mitterrand, ni George Bush père, ni Margaret Thatcher, ni aucun dirigeant occidental ne pensait avec tous les services de renseignement que c'était la fin du communisme. Mais voilà, et je peux vous dire, j'étais à Berlin le jour où le mur est tombé. C'était, comment dire, c'est très dur de dire ça parce que c'est l'un des événements majeurs du siècle. La conséquence a été la chute du communisme, évidemment, et donc du régime soviétique. Ça ne veut pas dire que la Russie a disparu, mais le régime soviétique a disparu, qui était invraisemblable, que le communisme disparaît. Le communisme pouvait disparaître, mais pas un régime soviétique. Voilà, il était trop puissant. C'était un jour très triste. C'était la fin d'un rêve Allemands, C'était la fin d'un rêve non, pour vous? Non, enfin, la fin d'un rêve. On cherche à transformer le monde, on peut avoir envie de transformer le monde, et voilà, mais je dirais pas ça, non. En particulier Libération a participé de manière très active sur la question des dissidents contre le régime soviétique, voilà, pour la liberté. Voilà, donc on n'était pas gorbatchevien, mais je veux dire, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait, ou un vasistas, si vous voulez, qui s'ouvrait. Vous racontez des scènes très belles du régime soviétique. Vassili Grossman, très grand journaliste, très grand écrivain, qui va voir Souslov, l'idéologue du régime, discussion surréaliste entre eux sur le roman de Grossman qui menace le régime. Il y a une nostalgie de ce monde-là, où les idées, quand même, malgré tout, malgré la dictature, etc., il n'y avait pas que le marché. Ce qui a disparu sont les utopies. Ouais. Qu'est-ce qui disparaît? Il se passe, quand on reprend aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les années 80? Il se passe quand même un événement invraisemblable, qui est la disparition de l'Union soviétique et la disparition du communisme. Donc de l'utopie même, qui pouvait rester au cœur. Cette utopie disparaît.
la Chine devient la deuxième puissance capitaliste du monde. Et une puissance capitaliste très forte, sauvage. C'est invraisemblable, ça aussi. Je veux dire. Oui, et puis, je ne parle même pas de la révolution numérique qui prend son expansion publique dans les années 90. Il se passe 3 événements aussi énormes que ça. Voilà, oui, c'est normal qu'on est dans un monde... je veux dire, il y a eu des effets de vertige. Au moment de l'inventaire, cette ouverture de liberté incroyable qu'a été Libération, ça a donné lieu aussi à des erreurs. Hein. Tolérance vis-à-vis du maoïsme. Il y a des regrets de ça, par exemple? Tolérance, oui, là aussi. Alors, c'est une tolérance, si j'ose dire, partagée, qui n'a pas duré longtemps, qui se manifeste d'ailleurs assez peu à l'égard de la Chine, paradoxalement. Mais c'est partagé par malheureusement de nombreux journaux français. C'est la libération de Phnom Penh. Vous avez eu de la culpabilité, franchement, de vous dire, voilà, on était dans les brasseries tranquilles à Paris pendant que des malheureux étaient dans les goulags chinois, et puis on disait n'importe quoi là-dessus. Vous avez pensé à ça? Je ne parle pas de la Chine, je parle du Cambodge. Ou du Cambodge, le Cambodge qui a été... Il y a une culpabilité de ça? C'est très simple. Le journaliste qui avait fait cet article... la libération de Phnom Penh, sur la joie, la libération de Phnom Penh, qui est quand même, moi, je suis d'une génération, et j'espère que ça reste, je suis toujours heureux quand il y a une dictature qui tombe, donc quelle qu'elle soit. Donc j'étais heureux qu'il y avait une dictature qui tombait, mais qui était, alors en plus, pro-américaine, qui était d'une corruption absolue, tout ça. Bon, donc on est content. D'accord, le journaliste est retourné. Lui, il a expliqué son parcours, ce qui était arrivé, comment il a changé. C'est-à-dire, il a rencontré au Cambodge, puisqu'il se trouve, Libération a été... On avait une confiance dans le reportage très grande, ce qui fait que, par exemple, quand il y a le début de l'exil des Vietnamiens, des Chinois du Vietnam, les Boat People... Libération est le premier sur l'île de Lumière, avec un photographe américain. Et donc, on recueille le journaliste qui était à Phnom Penh. On l'a envoyé après à Phnom Penh. Il a rencontré des victimes des Khmers rouges, a raconté tout ça en détail. Et donc, je pense sans rien cacher, y compris même des raisons qui avait présidé à cette forme d'aveuglement. Donc, c'est pas la peine de... Serge July, votre livre, c'est des citations aussi, elles sont surprenantes souvent. Il y en a quelques-unes très bêtes sur le respect du lecteur, par exemple. Vous citez Mauriac, ce que l'Express a de mieux, ce sont ses lecteurs. On pourrait dire ça de pas mal de journaux. Mais je pense que c'est... j'aurais aimé développer ça, parce que je trouve... alors, Mauriac parlait, en plus, il a dû quitter l'Express, parce que... Vous y pensiez, vous, à vos lecteurs? Oui, toujours tout le temps. Tout le temps. Et quand on fait le journal, je pense que vous devez être dans une situation on pense à des lecteurs. Nous, on disait souvent le lecteur de Montauban, ou le lecteur de Quimperlé, ou le lecteur, etc. Mais tous les jours, finalement, soit on disait Montauban tout le temps, soit on prenait une petite ville française et... Qu'est-ce qu'il comprend? Il va rien comprendre. Faut pas faire ce titre. C'est impossible. Voilà, cet angle-là, il faut trouver. On pense au lecteur tout le temps. Mauriac, c'est intéressant parce que il quitte l'Express parce qu'il ne supporte pas que JJSS passe son temps à dire que De Gaulle est un fasciste. En gros, Franco, Mussolini, entre guillemets, passait encore. Mais alors, Hitler, non. Et le jour où, en gros, JJSS a comparé De Gaulle à Hitler, il a dit, là, je m'en vais, je retourne au Figaro, je m'en vais. Et donc, cet homme-là, que j'admire beaucoup, Mauriac, qui était un homme qui, je pense, c'est une qualité des journalistes qu'il faut avoir, l'ont pas tous, de penser contre soi, de prendre ses propres a priori à rebours, d'enquêter sur ses préjugés. Il était cet homme-là. Et donc, Mauriac, il quitte l'Express. C'est la vedette de l'Express. C'est la star de l'Express. Il y a 6 abonnements en moins. Ça rend modeste. Ouais, vous dites, le journal est toujours plus fort que le journaliste. Voilà. Ouais.
La star, c'est le journal. Ouais. Moi, j'ai toujours professé ça à la rédaction. Dans toutes les rédactions où je suis passé, j'ai toujours professé que la star, c'est le journal. Il y a quelques mots qui sont devenus célèbres. Hein, de Jean-François Kahn qui dit « Le journaliste commence par lécher, ensuite il lâche, à la fin il lynche ». C'est joli, d'abord. C'est bien trouvé. Le conformisme des journalistes, c'est une règle éternelle. C'est pas les journalistes. Il y a des journalistes, oui, qui sont plus... C'est pour ça que je vous disais d'ailleurs, faut penser contre soi. Faut penser contre soi sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le conformisme nous rattrape, l'autocensure nous rattrape tout le temps. Donc si on n'est pas vigilant sur penser contre soi, y compris contre ces tendances et les choses qu'on peut prendre comme des évidences et qui ne le sont pas, oui, on est un moins bon journaliste. L'honneur des journalistes revient toujours. Vous dites, aujourd'hui, malgré Internet, la preuve, les lanceurs d'alerte ont besoin des journalistes pour faire vérifier. Quand on lance une alerte, si on n'a pas des journalistes qui font le travail de vérification, qui est une définition du journalisme. Il y a un fait, il est pris en main par les journalistes qui le vérifient, ça devient ce qu'on appelle une information. Mais si ce fait n'est pas transformé, c'est pas une information. Il devient une information. Alors on découvre, on redécouvre, tant mieux, que le rôle des journalistes, c'est de vérifier et de checker, comme on dit dans ce franglais, l'information. Oui, je trouve ça bien. Il y a de plus en plus, je vois à la télévision française, de plus en plus d'émissions à la radio qui se développent de vérification d'une information qui date d'il y a 1 heure ou de la veille. Voilà, tout ça me paraît très positif. Et dans le cas de l'Internet, dans le cas des lanceurs d'alerte, oui, ils amènent 1 million de pièces, faut les trier. Et il faut savoir ce qu'il y a dedans, parfois très important, et parfois qui n'a aucun intérêt. Dans les bons mots, celui de Beuve-Méry disant « faites chiant », il est vrai ou il est faux ? C'est vrai. Ouais. Ça voulait dire « faites sérieux ». Faites gris, oui. Faut être sérieux, faut être élitiste, sérieux. Vous n'avez jamais fait chiant, c'était pas votre genre. Non, c'est pas mon genre, et je suis pas un... Il est de l'après-guerre, c'est un homme... catholique. Là aussi, beaucoup d'admiration pour lui, mais il est très moralisateur. Il a d'une certaine manière, l'homme qui réalise le rêve d'Albert Camus, c'est un peu Beuve-Méry, puisqu'il est l'héritier de cette rêve des journalistes de la Résistance qui imaginent un monde nouveau, non corrompu, une presse non corrompue. Beuve-Méry est nommé directeur du Monde par De Gaulle, comme on le sait. Il l'est nommé parce qu'il n'était non pas un journaliste professionnel, il a été résistant, il faisait de la pédagogie dans les maquis, mais surtout parce que pendant 10 ans, il était stringer, correspondant comme ça, de temps en temps, de la presse française à Prague, jusqu'au coup de Prague, et jusqu'à la chute du président du Conseil. Et il a découvert à cette occasion, dans toutes les correspondances qu'il faisait, la corruption de la presse française. Et donc, on a pensé à lui à la Libération parce qu'il était l'homme qui s'était battu contre la corruption de la presse française. C'était un incorruptible, comme on dit. Merci, Serge July. Il y a une note personnelle qui m'a frappé dans votre livre, c'est votre accident. Je crois que c'est en 93, en 93, un grave accident. Et c'est un tournant pour vous. Alors, le communisme est tombé, vous allez quitter Libération un peu plus tard, mais ce tournant en 93... Beaucoup plus tard, 2006, dans les années 2000. Oui, parce que d'abord, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a un mort dans cet accident, qu'on a eu moins que moi. Voilà, j'ai eu beaucoup d'opérations, mais surtout comme on est survivante, il y a une idéologie du survivant qui est de se croire invulnérable. Et donc, on fait parfois plus d'erreurs qu'avant l'accident. Mais j'étais très content d'être parmi vous, y compris en tant que survivant. Merci Serge July. On vous lira, Dictionnaire amoureux du journalisme. Merci beaucoup. Au revoir.
Pardonnez-moi avec le matin dimanche.